If you look at a city like Montreal, we live in an environment which is rapidly changing in terms of climate change. Added on top of that is the reality of growth. People are moving into urban areas, putting pressure on resources. We are overspending what the Earth can reproduce. That's why it's so important to look at sustainability on a very broad scale to make this planet habitable for the next few hundred years. What we're trying to do at Concordia is take a cross-sector approach to research activity. So it's not just an engineering challenge, it's not just a business challenge, it's a challenge that requires a spectrum of expertise. We have researchers coming from around the world who want to be part of this project. We have a philosopher, a biologist, engineers, designers. The full spectrum is needed to create a really sustainable city. Mapping the city, first of all, is about data. I'm very interested in the carbon balance of a city, so we're looking at the main producers of CO2 emissions, the buildings, the transport sector, and the energy generation. It's a very abstract figure. You don't see energy, you don't see CO2 emissions, so we wanted to make it visible, to create powerful images so that people become more aware of what they consume and produce. The most obvious action is on transport, because transport is responsible for 1/3 of the emission production. We are doing research to help electrifying all the vehicles that is on the road for the future city. For my research, I started to work on the electric motors, try to make them more efficient to extend the driving range of electric vehicles. By developing the electric vehicles that does not have any emissions, it will definitely help to develop our green community. We model what we want to achieve in the sustainability field. We've used some of our own facilities, such as our John Molson School of Business, as a test pad for how to generate energy within our buildings using solar panels. We can't just be an institution that does research but ignores the evidence that we're generating when it comes to how we operate internally. When I first came to this project, I said, this is our solar church. This building, the first net zero energy library, is possibly one of the first few in the world. To meet these challenges, we need to generate energy, electricity, and also heat from renewable energy sources, mainly solar in this case. If we use the whole roof, this building could also generate heat to heat several surrounding buildings in the winter. In addition, you can be charging an electric car, like my car, getting charged while we are talking. So even though it is cloudy weather, the building is generating 3/4 of the energy it is consuming right now. One of the challenges is how to integrate all these systems in a real-world setting. To do that, we apply the research concepts that we develop in the lab, such as the solar simulator. This equipment is used to create artificial sunlight to test solar systems, such as the one used in the Varenne Library, under controlled conditions. A library like this is a living lab to do research that can be applied in a real-world setting. It doesn't look like much, but here we can build the future. If you have a new site like this, you can basically do anything. I mean, if you want to go net zero, you have the best possibilities because everything is newly built. We can use that opportunity of undeveloped land to really imagine what a model sustainable city could look like in the future. We at Concordia have all the expertise that is needed in such an ambitious project. I think it's fantastic that a university is in a position to become a global leader in an area that's as critical for the future of humankind as sustainability.
L'idée de Prompt, c'est de mettre ensemble des chercheurs, des gens, entre autres du CCTT, du Cégep, avec des entrepreneurs pour innover dans un secteur qui est très porteur, la cybersécurité. Donc, Prompt est là pour ça. Ça nous permet d'innover, de commercialiser cette innovation-là, puis de créer des emplois de haute qualité. Puis c'est ça qu'on a besoin au Québec. Ce sont des gestes pour attirer des emplois à valeur ajoutée, des emplois où on sert de notre tête pour rendre des services. Puis la cybersécurité aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur Internet, tout ce qu'on voit comme défi pour les gouvernements, pour les entreprises de protéger leurs données, c'est un secteur qui est porteur d'avenir. Ce qui est unique ici au Québec, c'est cette capacité qu'ont les organisations à travailler ensemble. Inventer à partir de problèmes concrets des nouvelles solutions, d'amener les meilleurs esprits du secteur universitaire dans le domaine du transport intelligent et électrique, c'est unique au monde. There's a wonderful opportunity here because it is a culture that is very much assimilated to that type of innovation, and there's been remarkable companies that have already been developed here. If we talk about the future of mobility, transportation, it's a great place to be. Yeah, moving on, it's really about the future of mobility, the future of how we move around. C'est certain que pour nous, l'avenir est électrique, les transports sont électriques. Alors, si on se projette dans 20 ans, on espère qu'une très, très grande proportion des transports vont être électriques. Et pour arriver à ça, ça nous prend des collaborations internationales. On est très conscients et on fait de la vigie partout à travers le monde et on espère toutes sortes de partenariats avec différents pays pour nous amener à cet objectif-là. La formation est très importante au Québec. On a beaucoup de plans d'action qui ont été mis en place par les gouvernements qui font en sorte que nos gens sont formés, ce sont des experts. Au cœur de ça, c'est l'intelligence artificielle. Et on a un avantage énorme. On est le 3e pays au monde en tant que concentration d'experts. C'est reconnu maintenant à travers le monde. Dans n'importe quel téléphone intelligent, ordinateur, voiture électrique, il y a au moins un élément dans ces batteries lithium-ion ou batteries tout solides qui est inventé au centre d'excellence ici. Montréal est parfaitement placé pour accueillir l'ensemble des joueurs qui pourraient éventuellement contribuer à cette nouvelle industrie. Une ville très ouverte à expérimenter, à favoriser des projets de démonstration, font en sorte que Montréal devient un incubateur parfait pour penser la mobilité de demain, pour rapidement la tester. Le Québec est un centre reconnu mondialement sur la photonique et l'optique. Le fait qu'on a un climat favorable, on a l'hydroélectricité, on a une infrastructure qui est moderne, donc ça nous aide énormément. CNRC est le plus gros organisme de recherche au Canada avec 600 employés parmi 3000 qui travaillent sur la mobilité durable. Le CNRC établit plusieurs projets de recherche internationaux à travers le monde. Il y a un mix énergétique au Québec qui est extrêmement favorable pour la mobilité durable. Il y a un cluster d'intelligence artificielle qui est évidemment en plein développement, en plein boom. Et puis vous avez beaucoup d'académiques et beaucoup d'étudiants. Quand on regarde les grandes forces de Montréal et du Grand Montréal, on a les effets visuels, on a l'animation, on a la réalité virtuelle,
on a des jeux vidéo, on a de l'intelligence artificielle. Et tous ces secteurs vont jouer un rôle majeur dans le développement de la mobilité. Le Québec est extraordinairement bien positionné pour répondre aux besoins du transport de demain. On a un écosystème qui est dynamique, qui est ouvert à l'innovation. On a des villes qui sont intéressées à tester des nouveaux types de véhicules. On continue d'investir beaucoup dans le domaine du transport, mais qui inclura de plus en plus des investissements en mobilité durable qui vont faire que le Québec va devenir un incontournable au niveau de la mobilité durable dans le monde. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Innover pour mieux respirer. Bienvenue dans ce webinaire organisé par Prompt. Aujourd'hui, donc de 10h à 11h, on aura l'occasion de discuter sur les villes intelligentes, les sciences des données, la réduction des GES en particulier. Je voudrais tout simplement commencer aujourd'hui par un petit mot pour remercier nos partenaires. Les partenaires de Prompt qui nous ont permis d'organiser ce webinaire, qui nous ont permis de diffuser l'information, le MEI, Innover, Coop Carbone, Techno Montréal, Ladrix, Cirelt, Netlift, Québec Innove, CRSMG, FabMob, Polytechnique Montréal, Ivado, Concordia, Mila, Jalon Montréal, Université Laval, IVO, Propulsion Québec. Merci à eux, merci pour ce partenariat sur ce sujet. En préparant ce webinaire, il m'est venu une phrase d'Hubert Reeves qui disait que le mot écologique veut dire qu'il y a un rapport avec la maison. Et c'est vrai qu'actuellement, on malmène un petit peu notre maison, c'est-à-dire la biosphère et tous ses habitants dont nous faisons tous partie. Et dans le cadre du réchauffement climatique que nous sommes en train de vivre, je pose une question simple. Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre? Ce gaz, il est appelé ainsi parce qu'il produit un effet de serre. Il réchauffe la planète, tout comme l'intérieur d'une serre est plus chaud que le milieu qui l'entoure. Donc, en clair, actuellement, on est un petit peu comme des tomates que l'on fait mûrir petit à petit. À l'échelle mondiale, il y a près de 80% des émissions de gaz à effet de serre qui sont de source anthropique, c'est-à-dire dues à l'action de l'homme, qui proviennent de la combustion de combustibles fossiles, de procédés industriels. Et les activités particulières que l'on retrouve, c'est la conduite de véhicules et tout type de transport, la production d'électricité et de biens, le chauffage, la climatisation des bâtiments, l'opération d'appareils électroménagers et d'équipements. Et cette augmentation des GES, elle a des incidences et elle en aura sur l'environnement, sur la santé humaine, sur l'économie, sur notre façon de vivre dans des environnements urbains dans lesquels on est de plus en plus nombreux à vivre, d'où le fait d'avoir des villes de plus en plus intelligentes pour que l'on puisse les diminuer et savoir comment on consomme. Ce n'est pas nouveau. En 1988, il fut acquis que le climat se réchauffait. La théorie de l'effet de serre fut établie alors. Et depuis, cette cause devient un enjeu mondial et les GES ne s'arrêtent pas aux frontières, tout comme un certain virus. Il nous faut un vaccin et ce vaccin est l'innovation et une nouvelle manière de vivre ensemble, de penser l'énergie, nos dépenses d'énergie, tout comme une sorte de ligne de désir dans laquelle la créativité et l'innovation va pouvoir s'insérer. Alors certes, innover peut polluer, on est bien d'accord, on va en parler, mais l'innovation se nourrit de contraintes, de rêves, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout simplement, nous devons apprendre à faire autrement, nous devons innover pour mieux vivre et pour mieux respirer. Alors, pour commencer, au programme d'aujourd'hui, nous allons avoir 4 personnalités, mais avant toute chose, j'aimerais quand même introduire l'organisation qui organise cet événement, ce webinaire. Et j'ai avec nous Luc Sirois, le directeur général de Prompt. Tu es ingénieur de formation. Tu es aussi directeur général de Prompt, je l'ai dit, récemment aussi nommé conseiller du ministre de l'économie et de l'innovation pour les questions d'innovation. Luc, j'ai quelques questions pour toi. D'abord… Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Merci d'être là. Dis-moi, Luc. Écoutez, Prompt, on focalise sur des secteurs d'avenir. Tous les secteurs des technologies de l'information, les secteurs du numérique, on encourage les entreprises, les institutions comme les vôtres, dans ces secteurs-là,
à innover, inventer des nouveaux produits, des nouvelles technologies à partir des données en intelligence artificielle, avec les objets connectés, en cybersécurité, dans tout ce qui est le domaine du numérique et du connecté, comment le Québec peut devenir et rester en fait le grand innovateur de ces secteurs-là, comment vos entreprises peuvent devenir les champions dans les marchés reliés à ces secteurs-là par l'innovation. Donc, des projets de recherche, des projets de création de nouveaux produits, services, solutions, technologies. Aujourd'hui, on va explorer comment ces technologies s'appliquent dans le secteur important, dans la mission importante d'un Québec plus durable, d'une réduction des gaz à effet de serre. On va voir quelques exemples extraordinaires d'entreprises, de chercheurs qui ont choisi de collaborer pour ce faire. Parfait, Luc. Et quels sont les types de secteurs en particulier qui nous intéressent? Je sais que tu les as dit, mais j'aimerais qu'on les précise un petit peu pour les personnes qui sont au bout de la ligne. Bien, tu vois, au Québec, on se targue d'être les meilleurs, parmi les meilleurs en intelligence artificielle. Bien, ça se concrétise dans les faits. Il faut que les entreprises d'ici maîtrisent leurs données, innovent à développer des algorithmes. Et on l'entendait en vidéo d'introduction dans la vidéo d'Ursula Inca de Concordia, l'importance de la donnée pour rendre les villes intelligentes, pour être capable de se donner un arsenal pour réduire les gaz à effet de serre en les rendant vivants, en les rendant visibles, en comprenant qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est les données. C'est sûr que c'est un secteur prioritaire pour nous. Comment on les génère avec la 5G, on le transporte, comment on la sécurise avec la cybersécurité, comment on travaille pour la créer au niveau de l'électronique, au niveau des réseaux, au niveau de ces technologies sous-jacentes. Là, c'est des secteurs importants pour nous autres. Parfait. Et quels sont les acteurs qui pourraient être intéressés par nos programmes, par les financements que l'on propose? Bien, on va en parler à la fin du webinaire, mais si vous êtes des entreprises innovantes, bien, pensez à Prompt. Ce qu'on vous propose, c'est de travailler avec les meilleurs cerveaux du Québec, ceux du secteur académique. On va en avoir aujourd'hui des exemples pour résoudre des problèmes de façon plus rapide, plus puissante, plus économique et de bénéficier de nos financements pour ce faire. Le travail d'équipe est extrêmement puissant. Ce n'est pas juste un beau slogan. On a au Québec le plus grand nombre de chercheurs, les plus grands investissements en recherche publique que partout au Canada, per capita, et on a accès à tout ce savoir-là, à toute cette science-là, pour que les entrepreneurs, on va en avoir aussi des exemples aujourd'hui, puissent devenir les meilleurs au monde. Et pour finir, Luc, quelques chiffres à nous donner sur Prompt. C'est des centaines de projets, c'est des dizaines de millions de dollars de financement que l'on déploie année après année. C'est des centaines de projets que l'on soutient. On espère que les vôtres en feront partie, que vous aurez travaillé avec l'une de ces 18 institutions-là, que vous serez une de ces centaines d'entreprises-là qui en auront bénéficié et que vous découvrirez aujourd'hui, par les exemples qui sont donnés, comment on peut utiliser ces collaborations-là, ces financements-là et ces ressources-là pour faire avancer vos projets. Merci beaucoup, Luc. Pour commencer ce webinaire, nous allons avoir 4 conférenciers, même 5 conférenciers, excusez-moi, qui vont intervenir. Le professeur Ursula Eicher, Marc-Antoine Ducas, le professeur Leandro Coelho, le professeur François Leduc-Primo. Mais nous allons commencer tout de suite par M. Sylvain Carle. Sylvain, on se connaît, on va se tutoyer, ça sera plus simple. Moi, Sylvain, tu es un entrepreneur passionné. Moi, je pense vraiment que c'est le mot qui te résume. Tu es passionné, tu as été associé chez Real Venture de 2014 à 2020 et tu viens de te joindre à Second News Capital en juillet 2020 comme directeur senior du développement des écosystèmes d'innovation climatique. Donc, j'allais dire, on est en plein dans notre sujet. Tu as aussi travaillé comme développeur chez Twitter à San Francisco. Tu as été vice-président de technologie, cofondateur de Messagia, par exemple. Et tu as passé, on va dire, grosso modo, les 25 dernières années à réfléchir, écrire, développer, investir dans des technologies émergentes. Et depuis début 2020, à l'ère pré-Covid, il a été décidé d'appliquer ces réseaux, ces neurones, pour combattre la crise climatique. Alors, Sylvain, moi, j'ai une question pour toi. Tu es un investisseur, tu connais très, très bien ce métier, tu le pratiques, tu le respires.
mais est-ce qu'un investisseur, il peut vraiment orienter ses investissements? Oui, c'est une bonne question. En fait, puis, il y a plusieurs manières d'orienter nos investissements et d'aller chercher un impact qui serait additionnel au retour simplement financier. Premièrement, dans les fonds de capital de risque, comme ceux que j'ai gérés chez Real Ventures, on crée une intention, on fait un appel à des capitaux dans un projet d'investissement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut définir quelles sont nos orientations, nos thèses et nos critères. Alors, on peut tout à fait, à ce moment-là, établir les critères qui nous permettront de dire, voici tel type de retour financier que j'espère pouvoir avoir avec mes investissements, mais voici aussi d'autres éléments, d'autres facettes qui sont importantes. Et c'est ce qui m'a plu beaucoup chez Second News, qui fait de l'impact depuis 12 ans, cette idée-là de dire, on peut aller chercher tout un paquet de métriques extra-financières et notamment des impacts environnementaux, donc de mesurer comment des différents investissements qu'on fait vont contribuer à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Donc c'est possible aujourd'hui de faire ça et c'est de plus en plus demandé. En fait, ce que je sens maintenant, c'est qu'on arrive à un point de bascule et le milieu financier commence à poser ces questions-là. Il y a des réglementations qui se mettent en place en Europe et on peut penser qu'elles sont répandues et ils vont arriver ici au Canada aussi bientôt. Donc, les grandes entreprises comme les petites doivent maintenant livrer pas juste des résultats financiers, mais aussi des résultats extra-financiers et notamment de plus en plus des résultats d'impact climatique. Et quels sont actuellement les types de projets que vous soutenez dans leur financement et comment ça se passe notamment pour ceux qui sont de nature à aider à la réduction des GES? En fait, il y a vraiment deux mesures qu'on peut mettre en place. On peut calculer ce qui va réduire les émissions en changeant les processus de fabrication, donc éviter des processus qui seraient polluants, ou tout un autre secteur de la technologie qui se développe, ce qui est la capture du carbone ou d'aller retirer une partie du CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère pour refaire la balance. Ça, c'est deux pistes qui sont explorées présentement et dont on a des compagnies qui le font. Par exemple, je vous donne un exemple à Montréal, une compagnie qui s'appelle Carbicrete qui met dans du crete comme concrete, comme du béton, qui crée à partir de résidus qui contiennent beaucoup de CO2, du béton, beaucoup moins polluant que le béton qu'on a aujourd'hui, qui lui émet une grande quantité de CO2 et d'autres gaz. Donc il y a des solutions comme ça innovantes qui existent. Second News n'opère pas encore de fonds au Canada. Donc, l'objectif pour moi dans les 6 prochains mois, c'est d'aller mettre en place ces fonds d'investissement-là. Mais on a un fonds de réduction de plastique dans les océans, un fonds de 100 millions de dollars à partir de Singapour, qui, lui, s'attaque à une autre partie du bien-être de la planète, mais donc gérer les déchets plastiques. Et c'est très, très relié à la chaîne de gestion des déchets. Une grande partie des plastiques dans les océans, c'est pas tant parce que les gens jettent les choses dans les océans, c'est parce qu'on a des pays où l'industrialisation, le développement est allé plus vite que les infrastructures de gestion des déchets. Et donc, on a beaucoup de plastique dans ces sites d'enfouissement-là ou pas nécessairement enfouis d'empilement qui se ramassent dans les océans. Donc, c'est un problème assez complexe. Et puis, ce qu'on s'est rendu compte chez Second News, c'est que c'était aussi un enjeu d'équité, puis de diversité, puis d'inclusion, parce que c'est les femmes qui étaient les plus exploitées dans ces chaînes d'approvisionnement-là ou ces chaînes de valeur-là. Donc derrière les problèmes environnementaux, il y a aussi des enjeux sociaux très importants. Pour moi, je les détache pas. Pour moi, c'est les deux côtés d'une même médaille, là, les enjeux environnementaux et les enjeux sociaux. D'accord. Est-ce que vous avez des partenaires privilégiés dans ces recherches de financement, par exemple?
Bien, c'est certain que là, au Canada, on est en train d'établir ces financements-là à New York, entre autres, le programme d'accélérateur et d'incubateur pour les technologies climatiques là, qui lance cet automne se fait en partenariat avec la Régie de l'énergie de New York, là, le NYSERDA, le New York State Energy. Dans le programme pour les plastiques, ben, ce que j'ai trouvé quand même intéressant, je n'étais pas là à l'époque, mais l'équipe de Second News qui fait le développement est allée voir les grands pollueurs directement. Ceux qui font des bouteilles d'eau gazeuse, là, je ne les nommerai pas, ou des bouteilles de shampoing, mais vous savez qui c'est. Et puis, ils sont allés les approcher pour dire ben, vous devriez contribuer à ce fonds puisque vous faites partie du problème, puisque ce sont vos produits qu'on retrouve dans les océans. Et quelle est leur réaction quand vous allez les voir? Est-ce que c'est une manière, ils payent, puis ils se disent, bon, bah, on paye, donc pollueur-payeur, donc on peut continuer à polluer, ou bien est-ce qu'ils rentrent dans un mécanisme quand même de remise en cause? Oui, non, je pense. Il y a sur la table au Canada de bannir les plastiques à utilisation unique. Les industries qui en dépendent. On a un jeu de chaîne d'approvisionnement aussi, hein, parce que ce n'est pas juste un joueur, c'est toute une chaîne d'approvisionnement qu'il faut changer. Donc, ils sont, même ceux qui ont de la bonne volonté, je dirais qu'ils n'ont pas tous le même niveau de bonne volonté, mais même ceux qui ont de la bonne volonté sont devant un problème systémique assez complexe à régler et donc on doit travailler, on doit intervenir à plusieurs niveaux dans la chaîne d'approvisionnement, donc et en amont et en aval aussi, parce que qu'est-ce qu'on fait avec après? Et c'est là qu'il y a des innovations vraiment intéressantes. Il y a beaucoup de matières biologiques qui se proposent de remplacer les emballages plastiques ou autres qu'on commence à voir émerger sur le marché. Il y a des recherches super intéressantes qui se font là-dessus ici aussi au Québec. Donc, je pense que la bonne volonté est là pour certains, mais il y a aussi la pression publique. Puis ça, il ne faut pas le nier, là, que ce soit les actionnaires qui vont demander des rapports qu'on appelle ESG, là, environnement, société et gouvernance, pour les compagnies publiques, mais aussi les citoyens qui mettent de la pression et qui ne veulent pas faire partie de ces systèmes-là et qui ne veulent pas par défaut que tout soit emballé dans plein de plastique, là, par exemple, dans le cas qu'on vient de mentionner. Et alors donc, tu parles de données publiques, là, et ça m'intéresse. Il y a un enjeu très fort autour des données publiques aujourd'hui. À ton avis, qu'est-ce qui nous manque actuellement au niveau de ces données publiques pour avoir une exploitation beaucoup plus forte, plus efficace et aller plus loin dans le sens ESG, comme tu viens d'en parler? Mais là aussi, hein, on parle de plusieurs étapes dans le traitement des données. On pourrait quasiment dire que c'est comme dans le traitement des matières. La première étape, c'est vraiment la collecte de ces données. Donc, on a des mécanismes aujourd'hui pour aller les chercher, là, que ce soit des senseurs ou autres, mais il doit y avoir une volonté d'aller les chercher, ces données-là. Donc, ça, parfois, c'est de la réglementation, parfois, c'est de la pression, parfois, c'est de la bonne volonté, comme on disait, mais par exemple, il y a un défi qui vient de sortir là, qui appelle à toutes les municipalités au Canada de fournir différents indicateurs sur les mesures qui font que leur ville serait plus verte, nombre de kilomètres de pistes cyclables, les mesures pour réduire les gaz à effet de serre. Donc ça, on a besoin de créer ces données-là. Ensuite, on a besoin de toute la chaîne de traitement des données. Hein, comme on le disait, si certains ont vu les vidéos d'introduction, Montréal est reconnu pour sa capacité à travailler avec les données massives et des algorithmes d'intelligence artificielle. Là, il y a une opportunité vraiment intéressante dans tout ce qui est le traitement de ces données-là, la visualisation de ces données-là, et après ça, les recommandations ou les mises en place des processus, soit pour mitiguer les conséquences de ça ou s'adapter aussi, hein, puis ça, il faut le réaliser, au changement. Par exemple, dans les dernières années, la Ville de Montréal a travaillé beaucoup sur augmenter la canopée qui couvre la ville parce qu'on se ramassait avec le développement des grands parcs, parce qu'on se ramasse avec des îlots de chaleur où, quand il fait 35 degrés au mois de juillet, bien, il fait comme 40 ou 45 degrés dans ces endroits-là. Et c'est souvent dans les endroits dans la ville où il y a le moins de ressources. Donc, c'est un enjeu qui est important. Fait que les données nous permettent de comprendre ce qui se passe, nous permettent de suivre l'évolution. Est-ce qu'on réduit notre impact ou
ou est-ce que c'est de pire en pire, mais aussi de mettre en place des mesures. Donc, c'est des outils de prise à la décision, les données, et de savoir est-ce qu'on a des résultats, est-ce qu'on accomplit, est-ce qu'on réussit nos objectifs. Et ça, c'est un autre enjeu. On le voyait là, récemment, je pense que c'est Le Devoir cette semaine qui publiait que le Québec n'atteint pas ses cibles là, de réduction de gaz à effet de serre telles qu'il s'était engagé à le faire. Qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Puis peut-être que le dernier élément là-dedans, c'est qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen, comme activiste pour dire, ben non, on s'est engagé à ça, c'est important, il faut y arriver. Surtout qu'on devrait, avec la pandémie, on devrait avoir une aide naturelle un peu à moins en émettre des gaz à effet de serre. Si ce n'est pas le cas, ben c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part, puis il faut resserrer la vis en quelque part dans le système, là. Parfait. Ben, écoute, Sylvain, on avait 10 minutes ensemble, on vient de les atteindre. J'aurais encore plein de questions à te poser, mais la grande chance que l'on a aujourd'hui, et je vais le dire à tous nos auditeurs qui nous écoutent, c'est que vous pouvez retrouver de manière privilégiée et de manière en proximité virtuelle nos conférenciers ensuite dans des salles virtuelles où vous serez invités, vous pourrez leur poser toutes les questions que je n'ai pas pu ou je n'ai pas pensé à leur poser parce qu'on pourrait parler extrêmement longtemps. Puis je voulais vraiment te remercier, Sylvain, d'être avec nous et d'avoir partagé ces informations. Merci encore. On va passer au deuxième conférencière, j'allais dire même, qui est le professeur Ursula Ecker, qui s'est vu confier la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les communautés et les villes intelligentes, durables et résilientes à l'Université Concordia de Montréal. Madame Ecker, vous êtes physicienne allemande. Guten Tag. Vous avez occupé plusieurs postes de direction à l'Université de Stuttgart. Vous êtes spécialisé dans l'enseignement des sciences appliquées ainsi qu'au Centre des technologies dédiées aux énergies renouvelables de cet établissement. Vous avez coordonné de nombreux projets d'envergure internationale dans des domaines sur l'efficacité énergétique appliquée aux bâtiments et sur les systèmes d'approvisionnement en énergie verte. En juin 2019, vous dirigez un ambitieux programme de recherche sur l'élaboration de stratégies de transformation pour la décarbonisation des villes, qui va être étalé sur 7 ans, si je ne me trompe pas, et ce programme est subventionné à hauteur de 10 millions par le gouvernement canadien et bénéficie en outre d'un financement de 10 millions octroyés par l'Université Concordia. Donc, vous avez aussi de nombreux ouvrages, vous en avez écrit, collaboré à de nombreux articles. Je ne vais pas aller plus loin parce que ce qu'on a envie, c'est de vous écouter. Madame Ecker, vous allez parler aussi en anglais ou français comme vous êtes le plus à l'aise. Je vous laisse la parole et je vous poserai ensuite quelques petites questions. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'on pourrait voir le premier slide? Et bon, comme Frédéric m'a déjà introduit, on peut directement passer à la seconde. Je vais parler seulement pour 5 minutes un peu sur le setting qui se pose, les city challenges, and give you a small example of what we're doing at Concordia. I mean, the world is urbanizing since many years, and we are already more than half of humanity living in cities. We will be soon like 2/3 of people living in cities, and obviously they have an enormous economic impact. I mean, the biggest 600 cities create 60% of the global GDP, and related to this, they are also responsible for the main environmental problems and emissions, carbon emissions. And as you know, climate change is a sort of big stress on cities in the future. I mean, 150 million people live just 1 meter above sea level, and that's what we're going to see for sure. I mean, more than half of humanity lives in coastal areas. Have this sort of paradoxical problem of some people needing to get displaced if sea level rise. And on the other hand, what you see on the right side, there will be extreme water on the equator where water scarcity is a problem. So we have too much water and too little water at the same time, and especially in the places where there's too little water, there will be also very high temperatures for a few months in a row. So there has been a lot of modeling going on
we will have 35 degrees for 3 months in a row for over 1.5 billion people by the end of the century. Next slide, please. So these are the challenges, and obviously we are working to create solutions to these problems. We call it next generation cities, beyond smart cities, because smart cities will obviously help with information flow, with data flow. We can use that for city management, and also introducing new models of sharing economy, of sharing resources, not just cars, but also tools or other things that you don't need to own privately. So data has a lot of potential, but at the same time, if we don't change the infrastructure, if we don't improve our buildings, if we don't find sustainable modes of transportation, we can have the best data, but if your building is old and leaky, it will still consume a lot of energy. And we're also looking at healthy districts, biodiversity, and social inclusion. Next one. So if you look, I want to show you a little example that we did this summer here in Montreal, an eco-district planning, because it shows a bit how the way we are working. I looked a bit at eco-quartiers in Montreal, and obviously we're not the first one to talk about it. So if you look at the history of eco-quartiers, they're mainly about greening, farming, food access, waste management, and a lot are on transportation. And if you look at the left diagram, which shows the carbon footprint of Canadian cities, and look at Montreal, the encircled one, then you see buildings don't really play a big role. Housing doesn't play a big role. It's transportation that causes the highest carbon footprint. And that's due to our clean electricity. Obviously, our buildings are not better than buildings in Calgary or Edmonton, where they have a very high carbon footprint, just because it's more the energy mix that is completely different here in Quebec. And transportation has not yet gone through electrification on a large scale, so that's where we see the carbon footprint. And one more thing, on the right, you see the world ecological footprint, and we are already overspending the planet's biocapacity. So we have already over 1.5 Earths that we overspend. And if you see the biggest share, the blue one, is carbon. I mean, we would need 1.5, about 1 Earth to just absorb the carbon emissions. And that's why I think decarbonization is really the biggest issue that we are facing. Next slide, please. So we started to work on one of the eco-quartiers here in Montreal. There are several, and I just want to show you a bit the methodology of how we approach it. We worked with a developer, in that case, Quo Vadis, who's very ambitious in terms of decarbonization and closing the circuits and waste minimization. And Lachine East is an old industrial site, and it's supposed to get transformed into an eco-district. Next one. So how do we do it? We first of all need to analyze the consumption from different domains. And as I said, buildings do consume at least 1/3 or even more on such a local scale of the total energy. So we need to make sure that the buildings are efficient. And we use 3D models of cities and use these models to simulate building by building the heating and cooling and electricity demand. Next one. So using these 3D models and other information from geoinformation systems, we can then model heating demand, but also access to services, to cycle paths, to the street network, and so on. So we can also evaluate the transportation needs and evaluate where waste is generated and maybe could be transformed to energy. Next one. So, I mean, the beauty of these digital twins of cities that we're going to have more and more is that you can come up with scenarios. And I think that's the importance of modeling compared to data, because data only shows you what we have. You can't really
and what you can predict based on the past. So if you really want to go to disruptive scenarios like zero carbon, I mean, you can't derive that from data because we have maybe one building here in Montreal or a couple of buildings that are zero carbon, but you need these detailed 3D models to analyze what zero carbon could mean. Next one. So for that site, we came up with different spatial designs, and then we check what does the different spatial design do to heating and cooling and electricity demand. And basically, just a very short message, I mean, the urban form maybe does 15 to 20% of the total demand. I mean, it depends how the buildings are oriented, but the main thing on the left, there's a blue bar, the main difference between all the scenarios and the blue bar is not the urban form, but the insulation standard. So it's very important to make the buildings highly insulated, use the best glazing. So the envelope is actually more important than the spatial design. Next one. And then once we've got the 3D model, we can also see how much energy can be generated on site. And depending a bit on the density, if we would just use photovoltaic electricity generation, we could cover between 35 and 50% of the total energy demand of that site locally. Next one. So just closing this off, I think these district case studies are, sorry for the noise here, I'm outside. The district case studies are very important to show what the different consumers are, how we go to net zero energy buildings, but also to zero waste strategies, what we can do for water reuse and treatment, and then how we look at transportation. And there's a lot of interesting models coming up with shared mobility, but also mobility hubs. We studied e-cargo bikes for sort of last. And last but not least, obviously, we need to take care of biodiversity. It's important for the survival of the species, but also for human health. And last of all, the neighborhoods need to be affordable and mixed and inclusive. Next one. So how do we address it at Concordia? We're just in the process of founding a Next Generation Cities Institute, where we combine all the existing, I mean, not all, but a lot of the existing university research centers at Concordia. And you see a bit from the picture that we cover a very broad scope that we grouped in 3 clusters: the built and natural environment, mobility, secure and sharing cities, and then design, arts, culture, and community. So that means, I mean, we want to look at concepts for districts and whole cities from the technological point of view, for sure. We need data science and cybersecurity research, but we need to look also at the infrastructure. So we have the Center for Zero Energy Buildings and the Institute for Water, Energy, Sustainable Systems. In there, we need to look at financing. So we have economists from real estate and financing in there, and we have the whole arts and community and social justice researchers in our portfolio. And that's what we would like to talk with you about in the breakout session, how we can generate projects that are ambitious and try to reach decarbonized neighborhood design and make it work in a very broad sense, livable, healthy, at human scale and inclusive. Parfait. Thanks. That's all from my side. Dankeschön, professeur Schleicher. On va passer au prochain. J'avais encore des questions à vous poser, mais on essaie de garder notre temps de 10 minutes par intervention comme ça. Mais la chance que l'on a, c'est comme vous l'avez dit, nous allons pouvoir, je vais pouvoir vous les poser dans la salle. Les gens vont pouvoir vous poser plein de questions. Donc, on peut aller beaucoup plus loin sur vos recherches qui sont passionnantes. Et merci pour ces informations. On va avoir notre prochain conférencier qui est Marc-Antoine Ducas, qui est cofondateur PDG de Netlift, qui est basé à Montréal. Netlift offre des services de mobilité aux entreprises et aux grands employeurs du monde entier afin de réduire leur empreinte carbone. Vous êtes ingénieur informatique, diplômé de Polytechnique et spécialisé en commercialisation de l'innovation technologique. Vous êtes aussi
vous avez aussi un background en composition musicale, quelqu'un de complet, des passages chez Xerox, Canon, Human, et vous êtes aussi souvent consulté en commission parlementaire et notamment sur le cadre de la réglementaire de la loi 17. Donc, vous êtes quelqu'un qui est à jour sur les questions de réglementation aussi. Et je vais passer la parole à ma collègue qui est Marie-Claude Messier, qui est la vice-présidente de Prompt, qui s'occupe du tout le développement des affaires, qui va faire l'entretien avec Marc-Antoine Ducas. Je te laisse la parole, Marie-Claude. Très honorée d'avoir l'opportunité d'échanger avec toi ce matin. Honorée parce que, ayant été moi-même une entrepreneure et une intrapreneur, je sais que ça prend énormément de qualité pour persévérer et continuer. Et puis, on aura la chance d'apprendre de toutes ces qualités et apprendre aussi sur NetLift et les projets d'innovation sur NetLift. Alors, sans plus tarder, Marc-Antoine, ma première question est, on t'a déjà entendu dire en fait que l'automobile était l'avenir des transports en commun. N'est-ce pas un petit peu provocateur? Est-ce que ça fait partie, de toute façon, d'un entrepreneur d'être provocateur? Non, à peine. En fait, c'est que c'est pas par provocation que j'explique ça. En fait, c'est le fruit de plusieurs recherches, en fait. Quand j'ai décidé de fonder NetLift puis de mettre aussi mon argent personnel là-dedans, c'est certain que j'avais à cœur, et j'ai toujours à cœur, d'avoir un impact significatif sur la réduction des GES. L'objectif qu'on a tous, en fait, dans le monde, par rapport à la réduction des transports, des émissions à cause du transport, c'est ce qu'on appelle le report modal. Hein? C'est cette fameuse tentative de prendre des gens qui sont seuls dans leur automobile et de les envoyer vers un autre mode de transport qui émettent moins. Donc, on a toujours le réflexe. Et j'ai été le premier à faire cette erreur-là, de penser que c'est par le transport collectif ou le vélo qu'on est capable d'avoir ces résultats-là. Il se trouve que, malheureusement, ces impacts-là sont presque négligeables. C'est-à-dire que dans quelques endroits, il va y avoir 1 ou 2 ou 3 points de pourcentage, mais on est absolument complètement éloigné des objectifs de réduction qui sont connus maintenant. Les rapports du GIEC, mais de d'autres organisations sont clairs. Grosso modo, au Québec, je donne quelques chiffres pour l'auditoire, mais pour qu'on comprenne bien l'ampleur de la tâche, on doit réduire de l'ordre de 37,5% de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'automobile. Il y a beaucoup d'idées qui circulent. Hein? Électrifier les transports, c'est une option et tout ça. Mais nous, notre approche, c'est de densifier le parc automobile. C'est-à-dire qu'en ce moment, dans l'heure de pointe du Grand Montréal, il y a 4,5 millions de sièges libres dans les automobiles, d'accord, qui se déplacent entre 6 et 9 le matin. On est en des chiffres hors COVID, hein, bien entendu, ça va revenir à la normale. C'est-à-dire 10 fois la capacité de la Société de transport de Montréal. Et le deuxième élément qui nous avait frappé à l'époque, ça fait partie des 3 découvertes importantes de NetLift au cours des années, c'est que le modèle économique du transport collectif ne fonctionne que lorsque très peu de gens l'utilisent. Parce que ce sont les automobilistes, les autres modes de taxation qui financent un réseau. Donc, plus il y a d'automobilistes qui quittent leur voiture pour aller prendre le transport en commun, on arrive éventuellement à un seuil, oui, on n'en est pas très loin, où le réseau complet devient non viable économiquement. Donc, est-ce qu'il faut investir en transport collectif? Bien entendu, mon propos n'est pas ça. Mais je dis, moi, qu'il y a actuellement un angle mort dans les villes du monde entier sur une meilleure utilisation des actifs que nous avons déjà, c'est-à-dire les automobiles, les routes et les stationnements qui ont déjà été construits sont largement capables d'absorber assez de report modal pour atteindre nos cibles de GES dans les délais prescrits, c'est-à-dire avant 2030, et surtout avec des budgets qui soient raisonnables. Donc, non, ce n'est pas du tout une blague. Je dirais qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 2 fois plus de gens le matin qui covoiturent pour aller au travail que de gens qui utilisent le transport en commun. Donc, l'automobile fait partie de la solution. Lorsque nous ne sommes pas dogmatiques, mais qu'on écoute la science, là, on a la capacité de le faire. Bien clair, et en effet, ce n'est pas provocateur. Alors, parle-nous un peu de NetLift. En fait, ça nous amène là. Parle-nous un peu de NetLift, mais rapidement, après, nous parler de comment NetLift innove
et comment les programmes de prompt peuvent aider les entreprises comme la vôtre. Oui, bien, en quelques secondes, là, nous autres, on s'occupe de combiner une technologie de covoiturage avec des algorithmes, des applications et tout ça, et une gestion intelligente du stationnement. Vous savez bien que 100% des automobilistes qui se rendent au travail doivent se stationner. On a donc découvert au fil des ans que c'est le stationnement qui cause la congestion. Le reste, c'est des détails, mais fondamentalement, lorsque le stationnement est soit saturé ou contraignant, il y a de véritables intérêts là-dessus. Donc, nous, on se concentre là-dessus. Nos clients, ce sont des grandes entreprises, des hôpitaux, des campus universitaires et tout ça. Donc, c'est par l'entreprise privée là, qu'on accélère les réductions de GES. Mais pour votre question, et c'est la raison pour laquelle on a vraiment travaillé avec Prompt et le programme Innovert, c'est qu'on est dans une industrie dans le transport mondial qui est dominée par des acteurs extrêmement importants, des compagnies automobiles, des sociétés privées de transport collectif, les Keolis, Transdev et compagnie, des compagnies comme Uber, donc extrêmement capitalisées. Et notre objectif, c'était d'arriver à avoir une capacité de recherche-développement très importante, notamment auprès des centres de recherche comme le CIREL, par exemple, qui est un pôle mondial là, vraiment au niveau de la recherche opérationnelle, pour avoir une technologie qui soit sur le plan mondial là, capable de se battre avec ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc, c'est ce qui se produit actuellement. Netlift, lorsqu'on sort du Québec, là, on est très bien perçu par des marchés en Europe, aux États-Unis, un petit peu en Amérique latine aussi. On se compare avantageusement sur le plan du produit, de la technologie, avec ce qui se fait de mieux ailleurs. Donc, on est assez confiants. Et grâce à Prompt, en fait, ça nous a permis d'avoir accès à des capitaux et à des chercheurs de façon avantageuse parce qu'on n'aurait pas pu seul financer vraiment une recherche et développement aussi poussé que ça. Peut-être parler un petit peu justement de la collaboration avec vos partenaires dans le projet qui a été financé par le programme Innovert, puis particulièrement comment vous avez réussi à rencontrer un critère qui est très important, c'est d'avoir une réduction significative d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. Bon, alors, quand on veut mesurer la réduction de gaz à effet de serre, il y a différentes méthodes qu'on utilise. À l'époque, on avait travaillé avec Technologie et Développement durable du Canada pour bâtir ce calculateur qui permet, en fait, je parlais tantôt de report modal, quand 2 ou 3 personnes voyagent ensemble et qu'ils laissent à la maison un véhicule, on est capable de savoir combien aurait émis cette voiture-là. On appelle ça la technique de l'évitement. En calculant ces réductions-là, ça nous permet, dans le fond, de remettre des rapports de réduction de GES aux clients. Ça peut être la ville, ça peut être une autorité de transport ou une entreprise, parce qu'il faut être capable de mesurer ça. Et lorsqu'il y a des fonds qui sont investis, par exemple en Europe, il y a des villes qui paient le covoiturage comme une forme de transport collectif. C'est très intéressant pour eux parce que pour un kilomètre parcouru, c'est un coût de réduction de tonnes de GES qui est environ 4 fois moins cher que l'autobus. Évidemment, lorsqu'on utilise des réseaux comme le métro dans les centres-villes, évidemment, ça coûte presque rien. Donc, c'est les meilleurs modes de déplacement en densité. Mais les émissions de gaz à effet de serre par automobile ne proviennent pas des gens qui habitent et qui travaillent dans le cœur des villes. Ça provient des périphéries, première, deuxième couronne, et qui ont des patrons de déplacement qui sont beaucoup trop coûteux à faire avec d'autres modes de transport. Donc, pour cette raison-là, je vous donne l'exemple de la France parce que là-bas, ils ont changé la loi qui permet de financer le covoiturage comme une forme de transport en commun. Ils ont déjà beaucoup d'avance sur l'Amérique du Nord sur ces questions-là. Donc là-bas, l'automobile en soi n'est pas vu comme un problème. C'est l'automobile seul qui est un problème. Et lorsque cette combinaison de personnes dans un même véhicule se fait bien et qu'il y a une traçabilité, parce qu'il faut quand même rendre des comptes, à ce moment-là, on explique quel est le coût du kilomètre parcouru et quel est le coût de la tonne de GES évitée. Merci, très intéressant. Moi aussi, j'aurais eu encore plein de questions. On va se retrouver dans la salle. Oui, bien sûr, on va respecter l'horloge pour les autres intervenants. Tout à fait. Je vais prendre une petite minute quand même pour élaborer un peu sur le programme Innovert de Prompt. Si on peut passer à la prochaine page. En gros, c'est le programme le plus généreux que nous offrons en ce moment et que nous n'avons jamais offert. Ça permet aux entreprises, aux chercheurs particulièrement de bénéficier de jusqu'à 90% de financement public. On peut passer à l'autre page. La partie financement public Prompt, c'est 50% qui vient du gouvernement du Québec, plus spécifiquement du Fonds vert. On peut arrimer avec un programme du fédéral qui ajoute un autre 40%.
Et les entreprises peuvent contribuer, doivent contribuer, une ou plusieurs entreprises, aux 10 % manquants. Alors, c'est vraiment un programme qui est extrêmement généreux. Il est en cours en ce moment. Il se termine au mois d'octobre. Ce qui est très important, c'est de nous contacter pour comprendre comment on peut faire les demandes. On va vous aider à trouver vos partenaires, partenaires entreprises ou partenaires académiques. C'est vraiment, ça fait partie de notre offre. Alors, contactez-nous. Eliane Béliveau, vous allez voir ses contacts à la fin, est responsable de répondre à toutes vos questions et de vous aider à trouver vos partenaires sur ce programme qui se termine sous peu. On se retrouve dans la salle virtuelle avec Marc-Antoine à la fin de la conférence. Je vous remercie beaucoup. Merci Marie-Claude, exactement. Il y a de l'argent disponible pour créer un monde où on va mieux respirer et mieux vivre. Il ne faut pas s'en priver et il faut innover pour tout ça. Je vais passer à notre prochain conférencier, le professeur Leandro Coelho. Vous êtes ingénieur en génie industriel et génie électrique et vous êtes titulaire de la chaire de recherche du Canada en logistique intégrée et vos recherches s'intéressent à l'optimisation des opérations logistiques qui touchent l'ensemble des activités de la chaîne d'approvisionnement. On en a parlé tout à l'heure avec Sylvain Carle et on va répondre à ces questions-là. Je vais aller directement, professeur Coelho, avec ma première question. Et comment est-ce qu'on réduit les GES grâce à la logistique? Oui, bonjour Frédéric. Effectivement, il faut comprendre, comme c'était déjà dit, que le transport est une des activités logistiques qui est la plus coûteuse et la plus polluante. Il faut avouer ça. Une fois qu'on connaît ça, on peut s'attaquer au problème. Si on pense ici au Canada, lors des 20 dernières années, les émissions dues au transport ont augmenté de 20 %. Le chiffre au Québec n'est pas trop différent. Aujourd'hui, plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre dues au transport, ça provient du transport de passagers et un peu plus de 40 % du transport des marchandises. Donc, il faut améliorer ça. Pour répondre à ta question, comment on peut réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à la logistique, je dis qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut travailler et on peut faire mieux. Je vois 3 aspects principaux. Le premier, c'est rendre le transport de marchandises plus efficace, surtout en milieu urbain. C'est là où les émissions sont le plus importantes. Deuxièmement, il faut faire une meilleure intégration et des incitations à l'utilisation du transport en commun et transport alternatif. Marc-Antoine a donné déjà quelques idées sur ça. Et le troisième point, il faut avouer qu'il y a du monde qui doivent se déplacer en auto, qui doivent aller en auto vers les centres-villes, mais les centres-villes aujourd'hui ne sont pas intelligentes suffisamment pour accueillir ces voitures-là. Les gens se cherchent une place de stationnement et ne la trouvent pas. Donc, je pense qu'il faut agir sur ces 3 points-là. Transport de marchandises, transport en commun et stationnement. La livraison des marchandises semble être un vrai problème. Est-ce qu'il y a des pistes actuellement pour réduire ce problème? Oui, il y a des pistes. Il faut d'abord comprendre les chiffres. Un gros camion consomme en moyenne 50 litres au 100 km, comparativement à nos voitures qui consomment 6 litres au 100 km. En milieu urbain, ça double, parce que les camions roulent beaucoup plus vite. C'est beaucoup de stop and go. Je fais une petite parenthèse. Il y a beaucoup de services offerts dans toutes les villes où la consommation est énormément plus grande. Je parle d'arrosage, ramassage de déchets, déneigement. Là, la consommation, elle explose à 200 litres au 100 km. C'est 40 fois plus qu'une voiture. On revient au transport de marchandises. Il faut utiliser des camions plus petits, plus efficaces. Ça, c'est donné. Un deuxième point, il faut passer par une optimisation des trajets qui tiennent compte du trafic. Je donne un exemple. Un transporteur doit livrer 2 clients. Il peut choisir la séquence de visite de ces 2 clients-là. Alors, il doit choisir le chemin qui va éviter le plus de trafic possible. Ce n'est pas intelligent d'aller faire une livraison en dépanneur en centre-ville en pleine période de pointe, où les centres-villes sont déjà complètement bouchés. Après, il faut trouver aussi un local pour y stationner ces véhicules-là. Pour donner une idée de la grandeur jusqu'à où ce problème peut aller, on regarde à New York, en 2019, FedEx a payé 2 millions de dollars en contravention. UPS a payé 23 millions de dollars américains en contravention, seulement dans la ville de New York. Ça donne 150 000 contraventions par année, seulement par FedEx. Ces véhicules étaient au mauvais endroit, au mauvais moment.
Si on revient à notre réalité et les pistes de solutions, oui, c'est possible de le faire et je peux mentionner quelques projets qu'on a fait. Ici au Québec, avec un détaillant de meubles électroniques, ça nous a permis de réduire leurs émissions de 10%, soit 50 tonnes de GS par année, GS, gaz à effet de serre par année. Dans les domaines alimentaires, on a travaillé à réoptimiser les réseaux logistiques d'un partenaire et ça nous a amené à des économies financières en carburant et en émissions. On a économisé presque 2 millions de litres de diesel. Ça fait 2,5 millions de dollars en économie financière immédiate qui ont évité un demi-million de kilomètres parcourus et plus de 5 000 tonnes de CO2 émis dans l'atmosphère du Québec. Et ça, sans nuire au service à la clientèle. Un dernier projet qu'on a fait en Asie avec Procter & Gamble nous a permis d'économiser 33% du kilométrage pour desservir ce qu'ils appellent des nano-stores, ce que nous on appelle ici un petit dépanneur. Effectivement, donc effectivement, l'environnement urbain, ce que vous dites, professeur Leandro Coelho, c'est que très important, puis il concentre les problèmes. Et il ne faut pas oublier la mobilité des personnes, des habitants dans ces villes. La question de l'automobile, les transports en commun, on en a parlé avec Netlift et Marc-Antoine Ducas juste avant, puis vous avez parlé aussi du stationnement. Où est-ce qu'on en est actuellement de la place de l'auto versus celle des transports alternatifs? Marc-Antoine a déjà donné quelques pistes. Il faut avouer la plupart de nous, on doit éventuellement voyager vers un centre urbain, un environnement dense. Il faut traiter ça d'une façon en considérant un stationnement incitatif pour l'utilisation du transport en commun, l'utilisation de trottinettes, l'utilisation du vélo, un bon arrimage avec les transports en commun, avec les autobus. Il y a aussi l'aspect d'autopartage, comme disait Marc-Antoine. L'autopartage évite quelques voitures sur les routes, mais aussi elle évite que 2 ou plus ou 3 voitures doivent se chercher un stationnement au même endroit, au centre-ville où c'est déjà bouché. Donc, c'est pour ça que je dis aussi que les stationnements, c'est un point important. Oui, et juste alors pour finir, la question du stationnement, elle semble être problématique. Est-ce qu'on peut faire plus donc? On peut faire plus. Encore quelques chiffres pour donner la taille du problème. Des études ici au Québec, à la fois à la ville de Québec et à Montréal, démontrent qu'entre 25% et 30% du trafic en centre-ville, c'est généré par des gens qui se cherchent une place de stationnement. Regardez les centres-villes où vous êtes. Une voiture sur 3 ou une voiture sur 4 qui passe devant vous, elle est déjà arrivée où elle voulait, mais elle tourne en rond pour chercher une place de stationnement. Il faut éviter cela, surtout qu'on connaît les volumes et la cause du problème. Sur ce, on travaille avec des collègues en France pour développer des systèmes capables de réserver une place ou indiquer au conducteur où il peut aller pour maximiser ses chances de trouver un stationnement. On fait des études sur la tarification en fonction de la proximité à la destination. Est-ce que la personne, elle serait à l'aise de marcher 5 minutes pour se stationner 5 minutes plus loin de sa destination finale? Est-ce qu'il y a de l'achalandage? Est-ce qu'on fait de la réservation à l'avance ou non? Tout cela, on peut faire, et on travaille sur ça en France, à la fois pour aider les stationnements au bord de rue, le curbside parking, mais aussi pour les bâtiments de stationnement qui sont gérés par les villes, mais aussi les parkings privés. On aide les gestionnaires à résoudre ces problèmes, on aide à réduire le trafic dans les centres-villes, et à travers tout ça, on aide l'environnement en même temps. Merci beaucoup, professeur Coelho. Encore une fois, on va pouvoir poser encore plein de questions dans la salle virtuelle. Je vais passer à notre dernier conférencier. Et j'ai dit en introduction, oui, l'innovation, les nouvelles technologies, ça pollue, mais il y a des personnes et des chercheurs comme le professeur François Leduc-Primeau qui travaillent sur ces questions-là, qui ont pour objectif d'améliorer l'efficacité énergétique de systèmes numériques. Et François Leduc-Primeau, vous êtes membre aussi de l'Institut de valorisation des données d'Ivado. Donc, je vais vous poser la première question tout de suite. En quoi l'intelligence artificielle, c'est une bonne nouvelle dans la question des GES? D'accord. Donc, d'abord, merci à Prompt de m'avoir invité. Ça me fait plaisir de faire partie du webinaire aujourd'hui. Donc, on peut passer à
première diapo. Donc, effectivement, je pense que l'intelligence artificielle, ça peut être une excellente nouvelle pour la réduction des gaz à effet de serre, notamment. Donc, rapidement, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est d'un point de vue technique? Ce sont des façons de permettre à un ordinateur d'apprendre à réaliser une tâche en étant exposé à un ensemble d'exemples, plutôt qu'en spécifiant de façon formelle comment s'y prendre. Donc, on en a tous entendu parler, l'apprentissage automatique, qui est une forme d'intelligence artificielle, a eu un impact énorme sur l'informatique récemment en fournissant donc toute ça de façon de faire ces tâches qu'on n'arrive pas à décrire de façon formelle. Et donc, ça nous offre toutes sortes de nouveaux outils pour automatiser donc, des tâches très variées et puis notamment, donc, on espère que ça pourra avoir un impact sur les gaz à effet de serre. Il y a juste un petit problème, c'est donc ce qu'on voit à l'écran, c'est que le coût énergétique de l'utilisation de l'apprentissage, en fait, peut être très élevé. Donc, il y a deux portions à la dépense d'énergie. Il y a d'abord l'énergie qu'on dépense pour entraîner notre modèle, donc pour passer à travers, en fait, tous les exemples dans notre jeu de données et choisir, en fait, chacun des paramètres qui vont créer l'intelligence du modèle. Donc ici, j'ai mis des exemples sur la diapo. Donc on a un modèle qui a fait un peu de bruit récemment, qui s'appelle GPT-3, qui permet donc de faire toutes sortes de tâches liées un peu à la génération de textes automatiques. Donc il peut composer un texte tout seul, il peut aussi faire la reconnaissance du langage, la reconnaissance vocale, ce genre de choses. Donc c'est un modèle énorme qui contient 175 milliards de paramètres. Et donc, il y a des analyses qui ont montré que, donc, probablement pour entraîner ce genre de modèle, ça a dû prendre 350 années de calcul sur une carte graphique dernier cri, hein, V100, et au prix du cloud, des calculs cloud, on en a pour 4,6 millions de dollars juste pour faire l'entraînement du réseau. Par ailleurs, donc, il y a un autre travail qui, c'était des chercheurs de l'Université de Massachusetts qui ont montré que pour un réseau d'1,5 milliard de paramètres, avec un mix énergétique aux États-Unis, bon, ça donne quand même un point de référence, on en a pour donc 284 tonnes de CO2 émises qui correspond, on voit, donc, à 5 voitures pendant toute leur durée de vie. Donc ça, c'est pour faire l'entraînement d'un modèle qui, on voit, est à 100 fois moins de paramètres que GPT-3. Donc, il peut y avoir des coûts en émissions de gaz à effet de serre considérables pour l'entraînement des réseaux. Et c'est pas tout. Une fois qu'ils sont entraînés, on veut les utiliser. Donc, on arrive dans ce qu'on appelle la phase d'inférence, où c'est l'exploitation, en fait, d'utiliser le réseau pour faire des prédictions. Et cette phase-là, en fait, peut représenter encore plus d'énergie. Donc, NVIDIA a dit que ce serait 80-90% de la dépense d'énergie. Donc, j'ai un autre exemple d'inférence à la diapo suivante qui est amusant. C'était, donc, vous en avez peut-être entendu parler récemment, donc ça a fait pas mal de bruit, c'était le fait qu'un ordinateur puisse battre le champion du monde au jeu de Go, qui était longtemps un défi pour les ordinateurs, en fait, par sa complexité. Donc, c'était certainement une avancée importante en informatique. Par contre, ce que je voulais rappeler, c'est que ce n'est pas vraiment un combat armes égales. Donc, on avait d'un côté l'ordinateur qui fonctionnait sur une ferme de serveurs qu'on voit à gauche. Donc, j'estime consommer au moins 72 000 watts de puissance continue. Et on pense qu'un cerveau humain consomme à peu près 20 watts. Donc, on voit la grosse différence ici. Donc, on n'est pas du tout rendu à des algorithmes d'intelligence qui sont compétitifs au niveau de leurs dépenses d'énergie. Donc, il faut chercher à réduire la consommation d'énergie des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, à diapo suivante, on voit en fait à gauche l'illustration de la loi de Moore, qui était une
finalement une illustration de ce qu'on peut attendre des avancées dans les circuits intégrés depuis qu'on a des circuits intégrés, en fait. Donc, la loi disait que le nombre de transistors qu'on peut mettre sur un chip double à chaque 2 ans. Et donc, c'est encore à peu près toujours le cas, sauf qu'on a un gros problème, c'est celui qu'on a illustré à droite, la courbe noire, c'est qu'en fait, l'efficacité énergétique par opération de calcul a cessé de s'améliorer. Donc, on a énormément de transistors donc, qui sont avec lesquels on peut fabriquer des circuits qui sont sur le chip, mais si on les allume tous en même temps, le chip va fondre parce qu'il va consommer tellement d'énergie. D'accord? Donc, à la diapo suivante, donc, ce sur quoi on travaille dans mon équipe, c'est de trouver des façons de poursuivre la réduction de la consommation d'énergie des systèmes en exploitant principalement 4 axes. Donc, d'abord, dans le contexte de l'intelligence artificielle, la première chose à faire, c'est essayer de réduire la complexité des modèles, donc de construire des modèles qui ont moins de paramètres, qui sont plus simples. Donc, ce n'est pas facile parce qu'en général, la performance du modèle est liée au nombre de paramètres. Donc, c'est pour ça qu'on voit des modèles qui sont de plus en plus gros. Donc, mais il faut néanmoins essayer de réduire le nombre de paramètres. Ensuite, deuxième axe, c'est d'essayer de proposer en fait du matériel, donc de l'électronique qui est spécialisé pour le calcul de l'intelligence artificielle. Donc, plutôt qu'utiliser des processeurs généralistes qu'on a dans notre laptop, etc., des cartes graphiques, on va essayer de concevoir des systèmes qui sont faits spécifiquement pour faire de l'entraînement ou de l'inférence de façon efficace. Ensuite, troisième axe, c'est qu'il y a quand même des avancées qui nous arrivent du côté des circuits intégrés. Notamment, on attend beaucoup d'une avancée qui sont les memory stores qui vont nous permettre de construire des circuits où on réunit en fait une mémoire et un circuit de calcul au même endroit de façon à faire des opérations sur des données de façon plus efficace en énergie. Le problème avec ces systèmes-là, c'est qu'ils ont des problèmes de fiabilité, en fait. Donc, on n'arrive pas actuellement à les fabriquer de façon pour qu'ils soient très fiables. Et ça m'amène au quatrième axe, qui est aussi très important, sur lequel on travaille beaucoup dans mon équipe, c'est d'exploiter, en fait, ce compromis qui existe toujours entre le coût de l'énergie que nous coûte un calcul et la fiabilité de ce calcul. Donc, on peut faire des calculs pour beaucoup moins cher en énergie si on est prêt à accepter que le calcul ne va pas toujours se faire correctement. D'abord, donc, je voulais juste vous rappeler, s'il faut encore le redire, pourquoi est-ce qu'on veut réduire la quantité d'énergie. Donc, ça nous donne des bénéfices au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Bon, au Québec, on a la chance d'avoir une électricité propre, mais si on économise de l'électricité au Québec, on peut exporter notre électricité pour remplacer des sources plus polluantes ailleurs. Et il y a aussi plusieurs bénéfices donc, que j'ai résumés ici. Donc, c'était notamment de pouvoir faire de l'entraînement avec moins d'énergie. Ça nous permet d'explorer plus de modèles possibles. Ça nous permet de faire des avancées au niveau de la performance des modèles. Il nous reste 1 minute, François. D'accord, j'accélère. Et puis, donc, inférence à faible énergie, donc l'aspect le plus important que je voulais amener, c'est que ça nous permet en fait de construire des systèmes qui sont à très faible latence. Donc, on fait le calcul très près de l'utilisateur et on peut faire des systèmes intelligents donc à faible latence et sans envoyer nécessairement nos données ailleurs. Donc, on va passer rapidement sur les diapos qui restaient. Je voulais quand même, parce que comme je suis un chercheur, je voulais quand même vous faire une présentation un peu technique. Donc, je voulais vous parler du compromis énergie-fiabilité dans une mémoire sur un circuit intégré. Donc, ce qu'on voit ici, c'est simplement qu'on peut réduire la consommation d'énergie d'une mémoire, mais il y a un moment où son taux d'erreur se met à augmenter de façon exponentielle. Donc, on va essayer de jouer dans ce compromis-là pour optimiser les systèmes. Donc, diapo suivante, c'était donc juste une illustration issue d'un de nos travaux où on compare en fait la performance, donc accuracy à gauche, le pourcentage de bonne classification de notre système avec sa consommation d'énergie. D'accord? Donc, on peut aller tout de suite mettre les deux courbes qui nous manquent. Donc, ce qu'on peut voir, donc nous, ce qu'on a amené comme contribution, donc ce sont les courbes en pointillés. Donc, on voit en fait que quand on reste
à la même performance du système, on arrive à réduire la consommation d'énergie et ça, on le fait en utilisant des mémoires qui font des erreurs. Donc, malgré le fait qu'elles font des erreurs, on a proposé un système qui permet d'entraîner les réseaux pour qu'ils soient robustes à ces erreurs et nous donne les mêmes performances avec moins d'énergie. Voilà. Diapo suivante. Bon, et donc, je vais proposer, François, c'est qu'on puisse continuer dans les salles virtuelles. Parce que... donc, dans la salle virtuelle, on peut même parler du nouveau projet qu'on met en place sur l'entraînement. C'est passionnant parce qu'on voit que la technologie nous permet, elle consomme de l'énergie, mais elle peut aussi se rectifier par l'intervention humaine. Et c'est passionnant, puis on a envie d'en savoir plus tout de suite dans les salles virtuelles. J'aimerais vraiment remercier François, te remercier tous nos conférenciers, remercier nos partenaires encore une fois et dire, comme l'a dit Marie-Claude, qu'il y a des programmes chez Prompt qui sont ouverts. On a une équipe qui attend aussi vos contacts et on répondra à toutes vos questions, toutes vos informations aussi. Remercier beaucoup Sandra Doyon. Rendez-vous dans les salles virtuelles maintenant.